Avec ce vidéo, je débute le chapitre 44 de mes notes de cours, chapitre qui s'intitule « Le courant électrique I » et le champ magnétique généré par ce courant. Un chapitre de mes notes de cours qui couvre jusqu'à 5 sections dans Séguin, quoique la plupart du temps, là, on ne voit pas toutes ces sections. Avant d'aller plus loin, je vous amène dans mon document résumé des notes de cours pour aller voir le résumé du chapitre 44. Mais avant même d'aller voir le résumé, je situe quand même ce chapitre-là parmi tous les chapitres qu'on a vus. Donc, 44. Déjà, on avait vu 41, 42, 43, le magnétisme. Et on avait vu qu'une charge en mouvement, évidemment, cela inclut un courant électrique, puisqu'un courant électrique, ce sont des charges qui se déplacent. Donc, ça inclut donc le courant électrique qui se déplace sur un fil. Donc, des charges en mouvement vont subir une force magnétique lorsqu'ils sont mis en présence d'un champ magnétique. Donc, ça va faire déplacer les charges, ça peut même faire tasser un fil électrique. Maintenant, à partir du chapitre 44, on tombe dans la partie électromagnétisme du cours. On va dans un premier temps voir qu'un courant électrique en soi va produire un champ magnétique. Évidemment, ce champ magnétique-là ne peut pas auto-influencer les charges qui ont créé le champ magnétique, mais va pouvoir influencer d'autres charges en mouvement. Je suis maintenant dans le résumé comme tel du chapitre 44. Je vous invite à ouvrir dans un premier temps la page 375 du livre de Séguin, ce qui correspond à l'aperçu pour la section 4.6, pour pouvoir comparer là, le contenu du livre de Séguin et qu'est-ce que j'ai mis sur le résumé. Dans un premier temps, on a une nouvelle constante qui va apparaître dans ce chapitre-là, la constante magnétique, anciennement qu'on appelait aussi la constante de perméabilité du vide. Le nouveau nom est peut-être plus approprié parce qu'on s'en sert principalement en électromagnétisme. C'est une constante qui a une drôle de valeur, est exprimée à l'aide de pi, donc c'est la valeur de 4pi fois 10 à la moins 7. Dans le livre de Séguin, ils vont vous expliquer l'aspect historique là, de cette valeur-là. Autre principe de base qui est montré, évidemment, parce qu'on va voir des champs magnétiques produits par différentes configurations. Bien, en un point donné de l'espace, le champ magnétique résultant, c'est la somme de tous les champs magnétiques là, créés par les différentes configurations, justement. Première configuration, qui correspond à la section 4.6 de Séguin, c'est le champ magnétique produit par un fil conducteur rectiligne infini. Donc, on fait l'approximation que c'est un fil d'une très, très grande longueur. Ici, on vous illustre l'allure du champ magnétique alentour d'un fil. On utilise une règle de main droite pour trouver l'orientation du champ B. Donc, une xème règle de main droite. Attention, la façon qu'on l'applique la plupart du temps, c'est qu'on met le pouce dans la direction du I et le point fermé, les doigts qui tournent, vont nous donner le sens du champ B. C'est un champ qui est circulaire alentour du fil électrique, qui existe partout dans l'espace, qui va être plus intense proche du fil et moins intense plus on s'éloigne du fil. Donc ça, c'était son orientation. Pour connaître sa valeur, son module, à différents endroits de l'espace, on utilise cette formule-là. Donc, évidemment, le champ dépend du courant et est inversement proportionnel à la distance par rapport à l'axe du fil. Donc, première formule de base comme telle, et c'est avec elle qu'on résout pratiquement tous les problèmes. Dans un deuxième temps, ce qui n'apparaît pas nécessairement dans l'aperçu de Séguin, ici, je discute du champ magnétique entre deux fils rectilignes infinis parallèles. Chacun des fils va influencer l'autre. À partir de la formule qu'on avait ici, je pourrais calculer le champ magnétique créé par le premier fil sur le deuxième fil. Donc, c'est pour ça que je prends le courant du premier fil, puis la distance entre les deux fils. Et je pourrais également calculer le champ magnétique créé par le deuxième fil sur le premier. Fait que c'est le deuxième fil qui crée ça, ben je prends le courant du deuxième fil. Évidemment, il n'y a pas le même courant nécessairement sur les deux fils, donc ces deux valeurs-là ne sont pas égales, même si c'est des indices inversés, ce n'est pas la troisième loi de Newton. La troisième loi de Newton ne s'applique qu'à des forces. Ici, ce n'est pas des vecteurs force, c'est des vecteurs champ magnétique. Dans le chapitre précédent, si j'ai bonne mémoire, le chapitre 42, on avait vu qu'un fil dans un champ magnétique, il va s'exercer une force dessus. Fait qu'exemple, si le fil 1 crée un champ magnétique sur le deuxième fil, ben, je pourrais calculer la force magnétique qui existe sur le deuxième fil qui a été créé par le premier fil.
Et cette fois-ci, conformément là, au chapitre 42, c'est le courant sur le fil qui subit la force qu'il faut tenir compte. C'est quelle longueur de fil que j'étudie. Et évidemment, c'est le champ créé par l'autre fil. Donc ça, c'était la définition vectorielle, mais quand on voulait avoir le module, on faisait juste IL2 fois le champ créé par l'autre. Et là, ce que s'ajoute dans le nouveau chapitre, c'est que le B, on peut utiliser la formule en haut pour le calculer. Je peux réécrire ces termes-là pour regrouper entre autres les deux courants qui apparaissent dans la formule. Et je pourrais faire exactement le même développement maintenant pour calculer la force magnétique créée par le deuxième fil sur le premier fil, et on s'apercevrait qu'on arrive à la même formule. Donc deux fils, et là, la troisième loi de Newton peut s'appliquer, les indices ont été inversés, donc on s'aperçoit quand le module est le même, c'est une paire action-réaction, et on peut calculer son module de cette façon-là lorsque deux fils s'auto-influencent. Évidemment, dans la formule, pour que ce soit égal, il faut que les L soient égales, donc il faut que je considère la même longueur de fil sur chacun des fils. C'est cette dernière formule-là que j'ai mis en jaune. Donc ici, c'était plus une démonstration, si on veut, ou un développement. Mais dans le fond, je pourrais utiliser directement cette formule-là toutes les fois que j'ai deux fils qui interagissent sur une même longueur. Ici, à côté, j'ai mis, on l'a sur le dessin ici, donc au besoin, là, réinterpréter ce dessin-là, ça nous donne toute de l'information. Mais ici, j'ai mis les différentes configurations. C'est comme si je regardais les fils de face. Premier exemple, I1, I2 qui sont sortants. Là, je me mets ici puis je regarde les deux fils. Donc, je vois I1, I2. Dans cette configuration-là, les deux fils s'attirent quand on fait nos règles de main droite appropriées. Alors que si jamais il y a une inversion du courant d'un fil versus l'autre, les fils vont avoir tendance à se repousser. Même chose évidemment ici. Si j'inversais les deux courants, donc si I2 aurait été de l'autre côté puis I1 aurait été de l'autre côté, ça va redonner une reconfiguration que les deux fils s'attirent. Ça complète ici la partie de mon résumé qui correspond à la section 4.6 de Séguin. Vous voyez que contrairement à l'aperçu de Séguin, je ne parle pas du tout pour des fils qui ne sont pas parallèles. Séguin, dans l'aperçu, vous mentionnait qu'on pouvait faire un calcul infinitésimal à l'aide de la dérivée, si on veut. Donc, je ne couvre pas du tout cette matière-là dans le cadre d'aucun de mes cours de physique. En conclusion, section 4.6 de Séguin, une formule ici pour calculer le champ magnétique créé par un fil. Évidemment, à partir du moment où j'ai créé un champ magnétique, je peux agir sur un autre fil, donc deux fils peuvent s'inter-influencer. Et c'est la formule justement de la force magnétique qui va exister à la condition d'avoir pris la même longueur de fil sur les deux fils. Et un petit aide-mémoire ici pour bien comprendre si des fils vont s'attirer. Évidemment, j'avais la règle ici de la main droite pour déterminer le signe du champ B, mais j'avais aussi une règle de main droite liée au chapitre 42 pour déterminer la force magnétique ici.